bah oui, oui, non mais je fais un mini montage quand même. Deuxième prise. Bonjour tout le monde, bonjour Delphine, bienvenue. Donc aujourd'hui, je reçois Delphine qui est créatrice de voyage. Alors qu'est-ce que ça veut dire créatrice de voyage, d'expérience de voyage même? Ouais, on peut dire ça même comme ça, ouais. Ouais. Donc, créatrice de voyage, ça veut dire qu'en fait, on va aller créer complètement un voyage, mais alors de A à Z, vraiment dans sa globalité, c'est-à-dire de l'idée du voyage jusqu'au retour, en associant plein d'expériences et en allant vraiment chercher ce que la personne veut vivre. Voilà, parce que tu vas aider les personnes aussi à savoir ce qu'elles veulent. Parce que souvent, on dit, ben voilà, on regarde défiler les voyages, on clique dessus, mais en fait, ça nous apporte pas quelque chose. Alors, ça nous dépayse, mais intérieurement, ça nous a pas forcément apporté beaucoup. Toi, tu as tout un questionnaire, quoi. Tu vas prendre le temps de découvrir la personne. Ouais, en fait, on a des paramètres différents souvent qui nous qui dans le voyage, c'est-à-dire qu'il y a notre voisin qui va nous parler du super voyage qu'il a fait ou les 100 destinations à voir dans sa vie, oui, alors etc. Ça, c'est voilà, c'est vraiment classique. Et du coup, on se dit il faut que j'ai vu ça, ça, ça. Et en fait, on oublie que il y a un moment pour tout et qu'on est tous différents et qu'on n'a pas besoin de vivre la même chose à certains moments en fonction de l'actualité qu'on a dans sa vie, etc., de sa situation. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher finalement ce qui nous motive à l'instant même dans notre idée de ce prochain voyage et de s'en servir pour créer vraiment un voyage qui correspond à ce moment et à l'expérience qu'on a envie de découvrir. Voilà. Moi, je me rappelle quand j'étais à Kyoto où donc tu prends le guide du routard et là, tu as 50 000 châteaux, t'en as fait 2, au bout d'un moment 3, le 4e t'en as jusque là déjà parce que c'est tous les mêmes. Ils sont très beaux, mais c'est tous les mêmes. Ouais. Donc c'est ça en fait. Toi t'es là pour guider un peu les gens aussi en disant bah voilà, pas la peine de prendre un guide et de le suivre pas à pas. Tu vas leur créer vraiment une ambiance générale. Ouais. Si on te demande de la découverte, si on te demande du dépaysement, c'est pas la même. Oui, alors en plus, dans ton exemple, du coup, c'est vrai qu'on peut s'amuser à faire le guide entier, mais bon, généralement. Non, et puis, alors il y a ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a les musts. Oui. On va pas dire, mais non, il faut surtout pas aller voir les musts. Enfin voilà, bien sûr que quand on est dans un pays, on a envie de voir aussi ces choses qui nous font rêver depuis petit parfois. Mais c'est aussi d'aller conseiller, donc de dire bah non, là en fonction de l'ambiance qu'on veut garder dans le voyage et telle expérience, il y a ça qui existe. Penchez-vous peut-être plutôt sur ça. Ici, vous verrez, il y aura moins de monde et ça sera d'autant plus, je dirais, impactant pour vous, etc. Et du coup, c'est vraiment d'aller chercher même jusqu'au carnet de voyage, d'aller vraiment conseiller jusque-là des petites choses qui sortent parfois de ce qu'on connaît et même parfois des guides en fait. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est sortir un peu du chemin pour vraiment... et qu'est-ce qu'on te demande comme type de voyage, mais qui n'a pas une destination, forcément? Alors beaucoup maintenant, hein, ça se fait beaucoup plus maintenant. On ne sait pas où partir. Ouais. On veut partir tant de temps. C'est très classique en fait finalement comme demande. On aime marcher, on aime découvrir, on aime on sait pas trop en fait. Les gens, pour eux, le voyage, ils ont tellement vu ça dans des catalogues que pour eux, le voyage, c'est le voyage catalogue et que finalement, même un voyage sur mesure, ils savent pas très bien jusqu'où ça peut aller. Mais le problème du catalogue, c'est que tu as une liste comme ça, tu scrolles, et puis au final, tu sais plus quelle est la différence entre deux voyages. C'est ça. Voilà. Il y a ça, et puis en fait, du coup, ça fait des packages en fait. Et on a l'impression que le voyage, il doit correspondre à un package. En fait, non, le voyage doit nous correspondre à nous. Et il doit être en lien avec ce qu'on va visiter, les gens qu'on va rencontrer, etc. Donc tout ça, ça crée un équilibre. Et on essaye de le faire au maximum. Voilà, un bon voyage qui nous corresponde, qui réponde à nos attentes. Et parfois plus. Parfois plus. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est que ça vienne en fait faire des clics et des déclics en fait, voilà. des petites choses, que ça vienne impacter et révéler parfois des petites choses en nous ou réveiller des intérêts aussi. Donc on vient de voir, on sait pas forcément où on part, on sait à peu près quand. Oui, la durée. C'est mieux, c'est plus facile. La durée et quand, ça ok, mais on sait pas où et on te donne un budget aussi. Oui.
Alors Voilà. ça, c'est important parce que forcément, on n'a pas tous le même voyage. Alors même si parfois on me dit oui, mais ça dépend du coup de la proposition. Alors oui, bien sûr, ça S'il y a des étoiles dans les yeux dès le nom, c'est beaucoup plus, mais sinon, voilà. C'est difficile après pour programmer quand voilà, même. on n'est quand même pas magicien non plus. Enfin, voilà, et on Mais peut pas. On peut pas lire dans la tête des gens, hein. Non. Ça marche pas encore. Non, j'aimerais bien. Et encore que non, ça serait peut-être pas drôle parce que finalement, il y a aussi cette part de révéler ce à quoi il s'attend pas. Mais le budget, le nombre de personnes avec qui ils partent aussi, c'est important. Et finalement, aussi le profil de leur relation. D'accord, si c'est une famille ou si c'est un groupe d'amis. Oui, c'est pas pareil. Est-ce qu'ils ont envie de vivre des choses ensemble? Est-ce qu'ils vont aller avoir des moments un petit peu indépendants? Je pense, avec par des exemple, ados? avec des ados aussi, parce qu'il y a aussi cette évolution en fait de l'enfant qui est plus intéressé par les mêmes choses, et puis on peut pas lui demander, peut-être que le wifi est super important pendant tout le voyage. Pourquoi le wifi? Je sais pas. Parce qu'on me l'a demandé récemment, donc on m'a dit que c'était un critère. C'était un critère. Alors j'ai expliqué que dans le désert il y en aurait pas, mais que tout le reste du temps je ferai en sorte qu'il y en ait. Allez, 2 jours sans wifi, c'est un sevrage. Mais du coup c'est intéressant pour nous de savoir. Que finalement l'ado, entre guillemets, il a quand même son voyage à lui. Il a son voyage à lui, et puis peut-être d'aller chercher justement des expériences bien spécifiques pour le motiver, pour l'intéresser aussi. Le faire sortir un peu de sa bulle. C'est ça. Ouais. Ok. Donc, en fait, tu rencontres les gens dans un premier temps, quand même, pour bien essayer de les comprendre, de savoir ce dont ils ont envie, qu'est-ce qui pourrait les motiver. C'est hyper important parce que après je peux partir comme ça moi dans mes idées, mais je vais rester avec ce que j'imagine en fait de la personne, et c'est là où la question est très très importante. Donc plein de questions, je pose plein de questions, mais vraiment beaucoup, et parfois et je préviens, en général je suis très curieuse et je pose des questions très bizarres. Voilà. Vas-y, question bizarre à peu près. Est-ce que t'es plus lune ou soleil? D'accord, ok. Et quelle couleur tu vas donner à ton voyage? La couleur, donc ça fait un peu kinesthésie. Oui, mais pour moi, c'est tout regroupé, ça me donne une ambiance en fait. D'accord. Ça peut être aussi avec quelle émotion tu veux revenir. Qu'est-ce que tu veux ressentir quand tu vas revenir de ton voyage en fait. Oui, parce que là, on va parler. Il y a la préparation. Donc la préparation, pour toi, il y a combien de temps à peu près pour un beau voyage? Tu as 2 semaines. Tu veux vraiment partir loin, te dépayser, je sais pas ce que les gens te demandent. Combien de temps à peu près tu fais pour prévoir un voyage, pour préparer le voyage? Alors, il y a deux... Parce que la préparation, c'est très important aussi. Ouais. En fait, il y a deux choses. Déjà, pour la question budgétaire, prenez-vous. Il faut s'y prendre vraiment en avance. Oui, donc on a eu un peu des augmentations ces derniers temps. Nous sommes donc en juillet 2023 et le prix du siège... C'est ça. Alors si c'est pour dans 2 mois, alors après on adapte tout, mais on peut pas faire de miracle. Donc s'il y a une question de budget vraiment, là c'est vrai que moi, je dis 8 mois avant, c'est bien pour un beau voyage. 8 mois avant, c'est bien. Après, il y a des destinations sur lesquelles on est sur 1 an et demi avant. Et pourquoi 1 an et demi? Alors, la Polynésie, c'est une question de budget, par exemple. On va souvent être sur 1 an. Souvent, c'est des voyages qui ont demandé, ils se pressent des voyages d'une vie, en fait. Ouais, la Polynésie, c'est de l'autre côté de la planète, quand même. Donc, c'est vrai que... et puis surtout qu'il y a quand même toute la partie environnementale qui va être prise en compte. Donc, c'est vrai du coup, on va conseiller de rester au minimum 1 mois, le plus longtemps possible, en tout cas. Parce que on critique de plus en plus les voyages longs ou les voyages, le week-end à Marrakech, les choses comme ça. Et donc, toi, tu l'inclus aussi dans tes propositions? C'est ça. C'est week-end à Marrakech, je fais pas, sauf s'ils y vont en train éventuellement. Ça, la rame. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Voilà. Non, alors là, le voyage prend tout son sens en fait. Voilà, mais le week-end, il est court après sur place. Faut une semaine pour y aller, une semaine pour revenir, mais il y a un week-end. Mais oui, c'est-à-dire qu'on va essayer de sensibiliser aussi les personnes justement à ce rapport entre leur déplacement et l'impact du déplacement aujourd'hui. Et puis leur voyage sur place.
Et donc, plus on fait un voyage long en avion, hein, j'entends, pour Pour la préciser. Polynésie, par exemple. Voilà, la Polynésie, l'Amérique du Sud, enfin voilà, l'Asie, etc. Bah, plus on va conseiller en fait d'opter pour des voyages qui durent longtemps sur place, parce que du coup, bah, ça évite aussi d'y revenir, parce que parfois il y a des pays où on a vraiment envie d'y revenir tellement on a vécu des choses vraiment Mais extraordinaires. là, le but, c'est de tout vivre dès le premier voyage. De vivre beaucoup d'émotions dans le premier voyage. Alors, tout vivre, ou en tout cas se donner le temps en fait de s'immerger en fait dans le pays, parce que un voyage, c'est ça, c'est l'immersion, c'est ressentir le pays, c'est avoir le temps de s'arrêter s'il y a une fête et de dire bah non, je reste un jour de plus, ou j'ai rencontré telle personne, voilà, j'ai envie de prendre le temps et pas avoir mon chauffeur qui court après moi parce qu'il faut partir. Enfin voilà, il y a des choses qu'on prend, c'est ces respirations dans le voyage ou qu'on va laisser. Et ça, c'est important, plus on attend, plus on le fait. Voilà, quand il y a aussi du décalage horaire, c'est bien de prendre 2-3 jours sur place à l'arrivée pour se poser, se prendre le rythme de l'endroit où on est aussi. Ouais, et alors je vais même plus loin que toi, c'est-à-dire que en fait, moi généralement, je conseille aux gens aussi de prendre en congé au moins 2 jours avant et 2 jours après leur retour. Oui, de ne pas préparer la valise le soir pour partir. C'est ça, c'est qu'en fait, il y a un moment où pour vivre pleinement ce qu'on a envie de vivre, il faut déjà être dans le voyage avant de partir. Et donc pour moi, c'est même l'idée d'avoir le temps d'aller faire une balade, vraiment de se ressourcer. D'être dans sa tête déjà un peu en vacances. Voilà. En fait, de lâcher prise déjà un petit peu avant, même si les jours de départ sont stressants, etc. Mais au moins, on a lâché le boulot, on a lâché toutes les obligations, je dirais, qu'on a. On n'arrive pas fatigué sur notre lieu de vacances. Ouais, voilà. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que des fois, on n'a que 15 jours, mais il vaut peut-être mieux prendre 2 jours avant, 2 jours après, et de profiter donc des 10 jours ou 12 jours à fond, plutôt que de vouloir être à fond et de revenir de vacances complètement épuisé. Ça, c'est fait, ça. Il y a ça, et au retour, c'est très important. Et le retour, maintenant. Quand vous revenez et que, en fait, l'avion, il atterrit à 5h du matin et que vous avez prévu de reprendre le boulot à 9h, en fait, le voyage, en fait, vous l'avez laissé, il est tombé à l'eau, finalement, parce que vous n'avez pas eu le temps de l'intégrer. C'est comme quand on finit un repas avec un café. Le goût du café est très important. Ouais. Ça donne la note du repas. Et pour moi, c'est ça un peu le voyage, c'est-à-dire que, si t'arrives et tout de suite tu poses tes valises, tu te mets à bosser, ton voyage, t'as plus le temps de le ressentir, de le poser avec toi, de regarder, de déballer ce que tu as ramené aussi. Il y a ça. Alors certes, tu vas être super contente, tu vas dire ouais, je reviens, je vais partager les petites choses qui sont restées, voilà. Mais au final, il y a enfin, si le voyage est bien organisé, que vous avez vécu vraiment quelque chose, que vous en avez fait une expérience de vie, en fait, que le voyage fait vraiment partie de votre vie, il a besoin, en fait, de ce temps, parce que vous avez appris plein de choses pendant le voyage, et vous avez besoin de l'intégrer. Mais on a toujours besoin d'un temps de repos, même dans la vie et tout ça. On a besoin d'un temps de repos. Pour le voyage, vous allez préparer un beau voyage. Vous allez partir 3 semaines, ça va être magnifique. Si vous rentrez et vous bossez tout de suite, c'est vrai que ça gâche un peu. Après, chacun est libre, mais voilà. Ce sont mes humbles conseils. Je sais, dit comme ça, mais voilà. Donc voilà, pour préparer un beau voyage, vous avez tous les conseils. Et donc, comment t'es arrivé à faire des voyages sur mesure comme ça? Alors, qu'est-ce que tu as fait pour que ça te donne cette envie? Alors moi déjà depuis petite j'ai le syndrome enfin voilà, je suis née dans le voyage, mes parents étaient navigants, donc du coup donc voilà, navigants, c'est dans les personnels d'avion, dans les avions. Exactement. Donc du coup voilà, il y a ce côté le départ, c'est facile en fait, on vit pas, on est nomade, on va dire, plus facilement je pense en tout cas. Il y a du départ en permanence, donc du coup tu as l'habitude de faire une valise. Quand tu fais une valise une fois par an, c'est vrai que c'est plus stressant que quand tu l'as fait tous les mois. Ouais. Et puis il y a cette ouverture sur le monde, c'est-à-dire d'apprendre, alors même si c'était pas long, etc., mais ce retour en fait d'expérience finalement, et de toujours parler d'ailleurs en fait finalement à la maison. Alors bon, après il y a les bons côtés, les mauvais côtés, mais voilà, c'est. Toi tu l'as bien vécu. Ouais. Tu l'as très bien vécu, donc déjà t'étais dans une famille qui naviguait tout le temps. C'est ça. Alors c'est pas pour ça que j'ai beaucoup navigué avec eux, voilà, mais bon, en fait le monde faisait partie de la maison en fait. C'était ça. Et puis après je me suis je sais pas, je pense que c'est la passion du monde, j'ai fait des études dans le tourisme.
Puis à un moment, j'en ai eu un peu marre d'être plan-plan, d'attendre, je sais pas, j'avais besoin de bouger. Donc, j'ai décidé de partir toute seule un petit peu aussi explorer le monde. Et puis, après, je suis devenue accompagnatrice de voyage. Donc, dans une région aussi... Ouais, donc j'étais spécialisée sur la Jordanie, l'Égypte, Oman, et à l'époque, la Syrie aussi. Il y a beaucoup de pays maintenant un peu plus compliqués à visiter, voilà. mais c'était des beaux pays. C'est des pays qui sont magnifiques. Enfin, moi, la Jordanie est un pays de cœur aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'est resté un pays que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, l'agence a commencé vraiment avec ces destinations-là parce que je les connaissais très bien. Voilà. Tu connaissais tout par cœur. Oui, j'avais les contacts. Et puis, comme je l'avais vraiment vécu, en fait, j'étais capable de très bien conseiller, d'apporter ces petites touches que je trouve c'est très très importante en fait quand on organise un voyage. Le petit truc en plus qui va te donner le goût. Ou aller boire le thé à tel endroit. Enfin bon, voilà, il y a des choses comme ça. Les bonnes adresses de Delphine. Mais c'est important en fait. Oui, c'est un petit plus. Après, les gens le suivent ou le suivent pas. Mais de toute façon, même quand on est avec un guide, tout de suite, ce qui marque, c'est pas quand il te laisse au bar de l'hôtel, c'est qu'il te dit, bah regarde, là il y a un petit truc, une petite échoppe où tu peux aller boire un thé, t'es tranquille et tu as l'impression d'être vraiment immergé dans le pays. C'est ça, et puis il y a ces guides qui sont... Ces personnes, quand tu as des bons contacts, qui sont capables de dire, tiens, il y a un mariage dans le village, venez, je vous emmène. Alors, nous, on n'a pas l'habitude d'aller dans les mariages des autres. Mais en fait, on est accueillis. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, les danses traditionnelles. Voilà. Et du coup, ça donne une autre saveur, finalement, au voyage. Et en fait, c'est en ayant tous les retours des personnes que j'ai accompagnées que ça m'a donné envie. À un moment, tu t'es dit, si je crée des voyages pour ces personnes-là. C'est ça, et en tout équilibre. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment que tout soit juste, en fait, que ça soit, pour moi, hein, je vais commencer par moi, parce que en tant qu'entrepreneur, on a quand même nos obligations. Mais je voulais aussi que ça revienne, que ça soit juste pour le client, qu'il n'ait pas l'impression de payer pour peu de prestations en face. Et que ça soit aussi juste pour les personnes, les prestataires, les personnes qu'on rencontre, qu'elles soient correctement... Qu'il y ait un équilibre dans le... Que tout ça soit vertueux, en fait. Qu'il y ait un cercle vertueux. Donc, autant dans l'humain que dans la nature, en fait. Respecter l'humain, respecter la personne qui est en face, parce qu'elle travaille, même si elle est des fois dans un pays où le salaire est moindre, c'est pas pour autant qu'on doit... les exploiter et donc respecter aussi le voyage en lui-même, quoi. C'est toute une philosophie en fait. C'est vraiment une philosophie. Voilà, on est loin du catalogue. Je ne citerai pas de nom, mais voilà. Et toi, du coup, justement à propos de ça, tu proposes des croisières dans les immenses paquebots. Tu vois, c'est marrant parce qu'il y a une semaine de ça, j'ai eu le cas et en fait, j'ai annoncé clairement, alors là, c'était pour le Nil, mais j'ai annoncé clairement que moi, je ne proposerais pas, en fait, de croisière sur les gros bateaux, que moi, je vais proposer uniquement les dahabiyas qui sont des bateaux traditionnels où en général, il y a 8 cabines à peu près. Voilà, oui, donc c'est vraiment le petit. Oui, mais c'est le voyage qui est beaucoup plus intimiste. C'est ça. En groupe d'amis, ça peut être, ou même en famille, parce que 8, des fois, ça peut faire beaucoup. C'est vraiment le voyage. Vous n'êtes pas noyé dans un paquebot avec de la musique à fond, la boîte de nuit le soir et le... C'est ça. En fait, c'est pas pareil. C'est pas la même... C'est pas le même budget non plus. Alors oui, clairement, c'est pas le même budget. C'est pas le même budget, c'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, mais après, j'ai envie de dire, il faut savoir ce qu'on veut. Pour moi, là, une croisière sur un gros bateau, c'est pas un voyage en fait. Voilà. Après, c'est ma vision des choses. C'est pas ce qu'on appelle pour moi le voyage. C'est pas ça. Voilà. Et donc, tu travailles dans le voyage et tu as lancé ta société avant Covid. Oui. Ça marchait avant Covid. Oui. Et après, il y a un moment, il y a eu stop. Il y a eu un stop. Il y a eu un gros stop sur les voyages, sur le tourisme. On passait plus de temps à aller voir s'il y avait éventuellement une destination ouverte qu'autre chose. Oui, parce que c'est pas tout de voyager, mais c'est que les destinations, les pays hôtes ne recevaient plus. Il y a ça, et puis après, il y a compagnies aériennes, Oui, il y a ça, et puis il y a eu un moment où on pouvait même plus voyager dans notre propre pays, donc pouvoir dans notre propre région, donc 1 kilomètre. Tu faisais des voyages 1 kilomètre à la ronde? Oui, on peut de chez soi, tu vois, on peut,
Non, mais et c'est vrai que alors c'était très challengeant. Ouais. Je pense que pour tout le monde, hein, mais Pour un entrepreneur, t'es obligé de rebondir de toute Oui, façon, c'est ça. trouver une solution. Ouais. Et du coup, moi, j'ai créé, en fait, passionnée de voyage, hein, il fallait que je continue à faire voyager les gens. Moi, c'est ce que j'aime, c'est avoir des étoiles qui s'allument dans les yeux, etc. Et j'avais vraiment envie de continuer à leur apporter le monde, en fait, à apporter, oui, le monde De vers partager eux, ce que tu connais et d'être généreuse dans ton partage, en fait. Ouais, c'était vraiment continuer à leur faire découvrir voilà, un autre monde, et vraiment ces destinations où on pouvait pas aller. Et, du coup, comment on fait pour faire découvrir un autre monde en étant chez soi? Parce que Et pas par les 5 sens. Par les 5 sens. On en parle beaucoup maintenant, mais c'est vrai que le sensoriel fait que ça marque. En fait, si tu réfléchis, enfin voilà, si on réfléchit un peu au processus, finalement, quand on part en voyage, les souvenirs qu'on a, ils sont souvent liés à une émotion, etc., qui est passée par un des sens. Et donc l'idée là, c'était vraiment d'aller chercher à travers les 5 sens, de faire découvrir une destination, donc que ça soit des histoires donc que je racontais, donc sur un voyage audio. Donc tu pouvais envoyer un audio aux personnes qui racontent un voyage que tu as fait ou en expliquant un peu tout ce qui se passe autour. Vraiment immersif, un peu comme une visualisation en fait. Si tu voilà, c'est le casque sur les oreilles, on se met dans un endroit calme. Ça peut être dans le jardin ou quoi, mais voilà, on se laisse porter finalement par ce voyage, et on peut s'accompagner. Donc moi, je suis passionnée d'huile essentielle, donc c'est aussi ça qui m'a porté vers ça. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher une huile essentielle qui vient de cette terre-là, donc et qui vient nous ouvrir en fait à cette découverte. Voilà. Et puis après aller chercher un épice, voilà, quelque chose qui va relever la saveur, enfin voilà, plein de petites choses, le visuel avec les photos, avec des illustrations parfois, ça a été des illustrations d'artistes locaux aussi. D'accord, oui, d'accord. Voilà, vraiment des choses qui viennent vraiment entourer finalement cette découverte, et puis permettre en fait une autre approche. Une autre approche du voyage. C'est ça. Et du pays, et de... Voilà. Donc du coup, en fait, on a l'odeur, on a le visuel, on a l'ouïe. Et la saveur avec souvent, ça peut être un épice, du café, du thé, enfin voilà, ce qui est un petit peu produit localement, des choses qui sont marquantes en fait quand on y va. Et puis on a le toucher, alors souvent c'est avec des objets qui sont rapportés de là-bas, enfin voilà. Et ça, donc c'est sous forme de coffret. Oui. Et que tu envoyais aux gens. Alors, je leur envoyais, je leur donnais, voilà, c'était des choses un petit peu, voilà, c'était des petites choses. Aujourd'hui, ça fait partie de l'expérience du client, en fait, en pré-voyage ou ou en post-voyage, pardon. J'avais perdu mon fil. Mais donc, en pré-voyage, c'est-à-dire tu les fais ressentir déjà où ils vont être. Oui. Ça, c'est aucune agence de voyage aujourd'hui ne vous le fait. Du coup, ils reçoivent un coffret et ils peuvent être immergés dans un environnement qui sera le leur dans quelques mois, quelques semaines. C'est ça. Ils peuvent déjà en fait appréhender un petit peu ce qu'ils vont découvrir, et en fait, ça laisse aussi place à l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a aussi comme beaucoup de choses, tant qu'on n'y est pas. Et du coup, c'est une petite approche comme ça, assez douce, parce que quand je vous dis qu'on prépare un voyage 8 mois avant, il faut quand même attendre le départ. Et moi, je trouve ça sympa d'avoir des petits rappels. Des gens qui sont en train de piaffer d'impatience. C'est ça, c'est qu'on y pense. Et plus la date se rapproche. Et tu fais aussi la checklist à ne pas oublier, le maillot de bain. Ouais, ça fait partie du carnet de voyage, en fait, où vraiment on envoie toutes les infos pratiques. De préparation, le type alors les crèmes solaires qui n'abîment pas les récifs. Voilà. Non, mais c'est très important aussi. C'est important aujourd'hui sans culpabiliser, c'est juste des suggestions, bien sûr. Je vais pas aller vérifier quelle crème solaire a été achetée. Tu vérifies pas la valise avant de checklist? Non, moi non. Mais voilà, le but c'est vraiment de donner un maximum d'informations pour que la personne puisse, en toute, je dirais, autonomie et puis responsabilité, en fait, choisir ce qu'elle veut faire. Voilà. Et en fait, du coup, tu fais quand même t'appelles ça un carnet de voyage? Un carnet de voyage. Avec les étapes à faire, avec les immanquables.
Oui. avec les petits restos, les petits bars, les petits... Ça dépend un petit peu de la formule du voyage aussi. Enfin voilà, on adapte en fait en fonction de la formule du voyage. Des voyages qui seront plus courts, ça va être plus succinct aussi. Puis ça dépend aussi de la personne, ce qu'elle souhaite, si elle est très autonome ou pas. Enfin voilà, il y a vraiment si elle un veut échange. vraiment tout ou si elle veut que vraiment des informations généralistes. Ouais. Donc on a aussi on n'est pas obligé de suivre un groupe. Ah non. On n'est pas obligé d'être brut dans un hôtel, quoi. Non. Il y a vraiment ça s'adapte. C'est ça. Ça s'adapte totalement. Ça s'adapte. Et puis, par exemple, si c'est une famille, je vais suggérer des activités plus tournées famille avec les enfants, par exemple. Si c'est un couple, je vais pas proposer les mêmes choses, en fait. Pas suggérer les mêmes choses dans le carnet. Sachant que c'est pas forcément des prestations qui ont été réservées, c'est juste des possibilités à faire sur place si on a envie. Juste une question, est-ce qu'on t'a déjà dit, on veut partir avec nos enfants, mais notre fils aîné ne mange que des frites? C'est une réalité, ils ont un peu de mal. Alors non, j'avoue qu'on m'a jamais demandé ça. Les choses alimentaires très strictes, c'est compliqué après oui, moi je préviens au maximum les hébergements. Après pour le reste, c'est vraiment aux personnes en fait de trouver des frites, s'adapter, de trouver des frites, voilà. Mais parfois on sait pas pourquoi alors bon, c'est pas forcément mais il peut y avoir un déclic aussi, le voyage c'est fait pour ça. Il y a de l'espoir. Mais c'est vrai. Non, mais pour ceux qui ont des enfants qui sont bloqués sur certaines nourritures, il y a de l'espoir peut-être en voyageant de leur ouvrir un peu le... Oui, parce qu'en fait, c'est comme quand on dit à un enfant, t'es timide, et puis en fait, quand il est à l'étranger, c'est le premier à aller demander des choses dans une langue qu'il connaît pas et à essayer de se faire comprendre avec les mains, en fait. Ouais. Donc, il va être moins complexé que des adultes. Voilà, et puis il va être plus apte à s'ouvrir et à voir d'autres modèles, en fait. Et puis d'autres, si les parents goûtent à autre chose, peut-être que lui goûtera à autre chose. Enfin, en fait, c'est tout un, on sort complètement de l'univers quotidien et de la routine, et ça ouvre souvent plein de choses. Pour toi, pour les enfants, les grands voyages de plus de 6 heures de vol, à peu près quel âge, 6-8 heures de vol? N'importe. À toi, t'es parti très tôt sur des longs voyages. Moi, j'ai fait un Tahiti-Paris, j'avais 18 mois, je crois. C'est waouh à ma maman. Hein. Oui, parce que et aux autres passagers. Non, il paraît que j'étais super sage. Parce que souvent, tu vois des parents, ils sont embêtés avec les enfants, ils sont toujours en train de les secouer parce que le gamin, il crie et ils savent plus comment faire. Et c'est vrai que c'est... Après, je crois que c'est aussi une autorisation à se donner. Alors, c'est sûr qu'il y a le regard des autres qui est vraiment pénalisant, je pense. Surtout dans un avion où tout le monde est fatigué, où ça peut être un peu énervant. Après, je crois qu'il y a un moment, il faut se dire, ok, c'est comme ça. Personne va... Ne pas subir le regard et accepter. J'ai envie de dire, personne va en mourir, en fait. D'avoir entendu un enfant pleurer pendant 2 heures sur un vol de 8 heures, ça arrive. Ça déculpabilise les parents, là. Non, mais vraiment, en fait, il y a des solutions, il y a plein de choses. Il faut pas hésiter à marcher dans l'avion. Oui, ça, on en voit des gens qui font les 400 pas dans l'avion. Mais je crois il faut vraiment lâcher le regard de l'autre, et puis si on a envie de le faire, on le fait, en fait. Alors tout à l'heure, on a parlé... si on est moins stressé, l'enfant est moins stressé. Oui, il faut le donner à quelqu'un qui est pas stressé. Prenez un passager au hasard qui est pas stressé, vous lui filez l'enfant. Tout à l'heure, on a parlé que tu étais donc plutôt spécialisée dans le Moyen-Orient, Jordanie, tout ça, mais tu fais beaucoup plus vaste. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé l'agence vraiment sur ces destinations parce que je sortais des accompagnements. Donc, tu connaissais par cœur les pays. J'avais vraiment une carte d'identité très forte, en fait, là-dessus. Tout mon réseau était vraiment autour de ces destinations, etc. Il est quand même arrivé le printemps arabe en 2000. Là aussi. En 2012. Donc, les pays arabes ont été beaucoup moins fréquentés. Donc, du coup, c'est vrai que ça force à rebondir sur d'autres choses. Moi, je suis née en Polynésie, donc j'ai ouvert à d'autres horizons aussi. Ce que je tenais à faire, par contre, c'était conserver des destinations que je connaissais très bien.
Oui, pour pouvoir pour conseiller. pouvoir les conseiller avec la même, je dirais, avec la même finesse que ce que j'avais au Moyen-Orient. Et puis petit à petit, je me suis aussi entourée moi de collègues qui connaissent très bien d'autres destinations. Mais dans ce cas-là, je suis très transparente, c'est-à-dire que je dis que c'est avec le conseil de d'autres personnes que je fais ce voyage. Mais en qui tu as confiance, donc du coup tu transmets une confiance en fait. C'est ça. Et en général, moi j'ai des clients aujourd'hui qui sont très fidèles et qui, même quand ils savent que je connais pas une destination, voilà, n'hésitent pas à me la confier. Parce que je le dis en fait. Donc aujourd'hui, notamment pour te faire connaître, qu'est-ce que tu utilises? Aïe, là ça fait mal. Le bouche à oreille. Non, mais c'est ce qui marche le mieux, le bouche à oreille. Hein. Ça, c'est hyper qualitatif. Même moi qui suis dans le web, je vous le dis, c'est le bouche à oreille dans le numérique, c'est hyper qualitatif. Mais d'ailleurs, Facebook, quand il a commencé à faire les recommandations, c'est bien parce que il sait que c'est sur recommandation qu'on va voir les gens. Ouais. En fait, c'est très qualitatif. C'est vrai qu'on perd moins de temps. Alors nous, notamment dans le voyage, puisqu'on fait partie des secteurs où on fait rarement payer un devis. Donc, c'est quelque chose qui nous prend du temps, surtout en sur-mesure. Et quand le voyage se fait pas derrière, c'est des heures de passer parfois sur des choses où voilà. Donc, et tu annonces pas déjà, ça va faire une fourchette entre ça et ça et. Alors moi je dis maintenant je préviens si déjà le projet est faisable ou pas. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que j'évalue déjà s'il est faisable, je veux faire 3 fois le tour de l'Antarctique. Pour 1 000 euros. Pour 1 000 euros, oui, pour 1 000 euros, ben oui, forcément. 500, non? Faut rester dans des tranches réalistes. Et là, tu dis stop, voilà. En fait, avec l'augmentation des coûts de l'aérien, etc., les gens se rendent plus vraiment compte de ce que peut représenter aujourd'hui le prix du même voyage qu'il y a, je vais pas dire il y a 2 ans, mais il y a 3 ans, il y a quelques années en arrière. Il y a 4 ou 5 ans aussi, tu faisais un voyage en Angleterre pour 25 euros l'aller-retour. C'est pas logique. Oui, alors ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord, 25 euros la place pour un billet d'avion. Non, mais ça, on est d'accord. Là, on tape encore sur Donc, sur du coup, des choses, et on est passé des gens qui avaient peut-être du low cost pour le week-end à Marrakech ou un truc comme ça, à des billets d'avion qui aujourd'hui sont à un prix peut-être un peu élevé par rapport à un prix plus juste. Du coup, effectivement, les voyages ont pris aussi un coup d'arrêt. Oui, en tout cas, c'est plus sur les mêmes critères en fait qu'il faut le préparer. En tout cas, c'est-à-dire que si on veut partir en voyage, il faut plus s'y prendre 15 jours avant, quoi. Faut réfléchir. 8 mois. Pour avoir des bons billets, c'est à peu près 8 mois. Ou il faut te voir 8 mois, prendre 2-3 mois de réflexion. Oui, alors après, ça dépend pour où, ça dépend pour. Enfin voilà, il y a aussi un effet de mode. Faut quand même être réaliste. Il y a le fait que les compagnies aériennes ont beaucoup réduit leur planning de vol, donc il y a moins de vols, donc forcément il y a plus de demandes, donc les prix augmentent. Et puis donc voilà, c'est un tout, c'est encore une fois une question d'équilibre. Donc dès qu'il y a une idée, une envie, il faut pas hésiter à en parler. Parce que du coup, nous, on est capable de dire, voilà, aujourd'hui, c'est tel prix. Si vous attendez 4 mois, ça sera sur cette destination-là, ça sera plus du tout la même chose. Voilà. C'est comme ceux qui veulent aller dans les Caraïbes ou dans les pays chauds à Noël, les prix explosent. Oui. Voilà. Par contre, si vous y prenez un peu à l'avance en disant, là, je pose 2 semaines au mois de janvier, fin janvier, là où tout le monde est revenu, il y a peut-être plus de chances que j'ai de meilleurs tarifs. Aussi. Alors après, je tiens quand même à dire une chose, parce que j'ai eu une réflexion l'autre jour. Je me suis fait une réflexion. Après, ça reste en suspens, une question, mais que je vais vous poser du coup sur ça. Si vous voulez partir au soleil dans les pays chauds en plein hiver, alors oui, il y a des choses qu'on peut voir que comme ça, mais maintenant, se questionner aussi, l'hiver, c'est une saison dont on a besoin, nous, pour se ressourcer au niveau physique, etc., et mental aussi. Donc faire attention aussi au type de voyage qu'on va chercher, parce qu'il faut que le corps a besoin en fait de se ressourcer à ce moment-là dans notre Donc vous pouvez répondre dans les commentaires. Est-ce que vous partez l'hiver au soleil et comment vous vous sentez et comment vous vivez votre voyage en fait? Parce qu'effectivement l'hiver c'est fait pour se reposer, mais c'est vrai qu'au mois de mars-avril quand ça commence à durer, on a envie de reprendre un peu de soleil. Bien sûr. Mais voilà, il y a un rythme physiologique. Il y a le surtout pas d'hiver. C'est peut-être pas la bonne solution. Voilà. Après, c'est des questions comme ça qui se posent dans la philosophie du voyage. Je trouve que c'est des choses à réfléchir. Ok. Merci beaucoup Delphine. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter?
Ben non, Non. merci de ton invitation. Et Donc je puis, mettrai les liens pour trouver Delphine. Donc ah oui, la communication donc sur les réseaux sociaux. Oui, d'accord. Alors, C'est non, pas- il faut que je m'y mette. Je sais le il Ouais. faut, tu vois. Aujourd'hui, C'est pas pour l'instant, t'en as pas forcément besoin non plus. je pense que ça serait bien parce que c'est vrai que les gens aiment bien avoir quand même une référence en fait aujourd'hui Voilà, une sorte ou on peut Instagram, parce que suivre, sur Instagram on peut voyager, on peut ouais, oui. voilà. Mais après, Ou il faut sur- pas faire pareil que les autres. Non, il faut pas faire. Alors t'es pas influenceuse voyage, c'est pas toi qui C'est vas en ça. voyage. Donc, Voilà. Ou alors sur LinkedIn pour trouver ta clientèle. c'est ça. Alors du coup, voilà, il faut que je m'y mette. Je sais que c'est nécessaire aujourd'hui. C'est chronophage. C'est très chronophage. Voilà. Ça, on en avait discuté avec Lydie dans son Ouais. interview. Elle est créatrice de contenu, elle y passe ses journées. Oui. Nous, on n'est pas créateur de contenu, on a un métier à côté. Ouais. Oui, c'est chronophage. Ouais. Mais après, il y a des moyens d'aller plus vite. Mais... Oui, c'est sûr. Alors moi, je serais plus, tu vois, sur de l'article de blog ou des choses comme ça qui me plairait plus à De écrire. raconter. Oui, Ouais. enfin voilà, de donner beaucoup plus de choses sur ce format-là que des posts parce que en fait, moi j'aime la perfection et c'est un peu compliqué du coup. Travailler J'ai du chemin. son anti-perfection. Ouais, j'ai du chemin en communication. Travailler son ouais. imperfection, parce que de toute façon, tu peux pas être parfaite tout le temps. Mais Je suis désolée de te l'apprendre. La perfection n'existe Et pas. voilà, Donc, mais voilà. non, mais c'est choisir de poster en fait et surtout d'être régulière. Où je vais me dire oui, je vais le faire La régularité, pendant, voilà. Et c'est ça, voilà. Alors, on n'est pas obligé de commencer par un post par jour, hein, mais un post toutes les semaines, ouais. histoire de se donner un petit peu un mouvement. Alors, Voilà. c'est sûr que le début, le premier post, c'est 3 heures à se prendre la tête pour 10 minutes de rédaction, mais après, ça marche tout seul. Voilà mon défi. Son défi, qu'elle viendra nous révéler plus tard. Un post sur Instagram à partir de maintenant, durant tout l'été, et la même chose sur LinkedIn. Alors voilà, si vous voulez vérifier que je suis bien le défi. Je vous mets les liens, vous allez vérifier. Juillet 2023, Delphine se lance dans un post par semaine. Donc juillet, août, septembre, au moins. Oui. Un post par semaine sur LinkedIn et un post par semaine sur Instagram. On va suivre ça. Et voilà, on va essayer comme ça. C'est très bien, très bien. Merci Anne pour ce défi. Voilà, c'est les révélations de l'interview. Fallait pas le dire, c'est tout. Merci Delphine d'être passée, mais c'est vrai que le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. Autant que tu en profites un maximum. Oui, mais il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir, il faut avoir déjà sa réputation. Ouais. Et voilà. Donc c'est quand même un métier. Ça fait combien de temps déjà que tu t'es lancé ? Ça fait 10 ans. Voilà, 10 ans. Donc au bout de 10 ans, ça vient le bouche à oreille. Mais toujours l'entretenir. C'est ça. Voilà. Bah, merci beaucoup Delphine d'être passée. Merci Yann. Et puis à bientôt. Donc les interviews de l'été et on revoit ça. À bientôt. Au revoir.